Là, nous sommes dans la nuit du 6 au 7 juillet. Quand votre père a été assassiné, est-ce que vous étiez à Port-au-Prince? Vous étiez en Haïti? Oui, j'étais en Haïti. Je venais de rentrer de Caris. Caris, c'est une commune dans les montagnes du nord-est. Je venais de rentrer de Caris parce qu'on avait un gros projet là-bas, un projet centrale solaire de 300 kW. Je venais de rentrer, j'étais fatigué. Le mardi, j'ai passé le temps de me reposer. On s'est parlé, moi et mon père, plusieurs fois la journée du mardi. Et puis, je lui ai demandé, comme ça, d'être prudent, comme d'habitude, je lui ai dit de faire attention. Il m'a donné le même conseil. J'habitais à Fort-Jacques, à une quinzaine de minutes de la résidence officielle de mon père. Une maison qu'on avait louée, moi et ma conjointe. Et notre fille aussi était avec nous à cette époque, le 7 juillet en Haïti. Mhm. Alors, jeune couple, je sais aussi que vous êtes père de famille, vous avez une fillette de 3 ans, si je ne m'abuse, et Oui, 3 ans et 9 mois maintenant. 3 ans et 9 mois. À partir de quel moment vous avez appris la nouvelle de l'assassinat de votre père? Mais de très tôt, j'étais déjà en contact avec les membres de la famille et on va dire, les principaux responsables du palais national, de la sécurité présidentielle, avant même que ces gens-là, ils arrivent, soi-disant mercenaires, qu'ils arrivent à rentrer dans la résidence. J'étais en contact avec ma sœur surtout. Mais j'ai évité de donner plus de détails par rapport au déroulement de cette soirée. Je vais rester vraiment sur la surface du sujet parce il y aura beaucoup d'informations qui vont être utiles à l'instruction judiciaire. Donc, c'est des informations qui vont être utilisées justement à l'avancement de l'enquête. Donc, je vais faire très attention pour ne pas non plus donner trop de détails à la presse. Mais ce soir-là, moi, j'ai dû laisser ma maison, bien entendu, avec ma conjointe et ma petite fille. On n'a même pas eu le temps de la chausser. Et voilà, c'était impossible. J'ai essayé d'envoyer des agents de sécurité au début pour voir si moi je pourrais passer pour me rendre à la résidence de mon père. C'était impossible pour les agents de sécurité, donc pour moi aussi. Et je me suis conduit directement chez un ami en cas d'urgence, j'avais un plan. Et pour ensuite apprendre, pendant que j'étais chez cet ami, de ma belle-mère que mon père, justement, s'était assassiné. Et voilà, ensuite je me suis dit, bon, écoute, il va falloir que je bouge si je veux garder ma famille en vie. Je suis resté très près aussi au téléphone de mon frère et ma soeur pour pouvoir avoir des nouvelles à chaque 5-10 minutes de comment ça avance et surtout la situation de ma belle-mère qui était blessée aussi. Et en chemin, justement, pour me rendre à l'ambassade américaine, on s'est fait pris à une embuscade, ils ont tiré sur ma voiture. J'en ai pas vraiment parlé à la presse, mais c'est juste pour dire que ça a été très, très dur, très stressant et choquant, cette fameuse nuit du 6 au 7 juillet 2021. Vous avez dit qu'on a tiré sur votre voiture. Oui, effectivement, avec ma fille à l'intérieur, et ma femme aussi, et quelques dames de service que je voulais pas laisser derrière moi, toute seule à la maison. Hmm. Là, vous parlez pour vous répéter, de soi-disant mercenaires qui ont fait ça ou d'autres personnes? Non, on n'a pas pu identifier les gens. On était en route pour l'ambassade américaine. Donc, moi, je suivais le chef de mon équipe de sécurité. On n'a pas pu identifier les gens. On a fait des manœuvres de panique pour justement sortir de l'embuscade. On a réussi à le faire. Et voilà, c'est une histoire. En prenant le chemin de l'ambassade, est-ce que ça veut dire que que votre vie, en fait, que vous avez l'impression que votre vie était menacée? Bah, c'était pas une impression, c'était une réalité. Donc, je me rappelle la première fois ce que ma belle-mère m'a dit quand je l'ai eu au téléphone, parce que j'ai essayé d'appeler tout le monde, surtout mon père, ma belle-mère, à maintes reprises. Et elle m'a dit, laisse là où tu es. Et mais j'étais déjà parti aussi. Donc, c'est juste pour dire, on savait pas encore l'ampleur de la situation. On savait pas encore qui était derrière, qui était en train d'organiser ce qui se passait. Est-ce que c'était seulement mon père qui était visé ou toute la famille? Donc, il fallait prendre des dispositions, il fallait réfléchir rapidement et aussi agir rapidement. Mhm. Mais vous avez confirmé l'information à quelle heure? 1 heure, 2 heures, 3 heures? Est-ce que votre père n'a pas réussi à vous parler? Puisque j'ai appris qu'il a pu appeler plusieurs autres personnes. Oui, dans la famille, j'imagine à l'instant, dans la maison où ça se passait, tout le monde essayait d'appeler tout le monde. J'ai pas pu parler à mon père malheureusement
avant sa mort. J'aurais vraiment aimé. Mais lui, il était concentré sur le fait aussi d'avertir, j'imagine, les équipes de sécurité, la police nationale, l'armée d'Haïti, et pour se faire protéger, mais aussi faire protéger sa famille, y compris moi. Mais je ne me rappelle pas l'heure exacte que j'ai eu la confirmation de ma belle-mère que mon père est assassiné. Mais voilà, ça a été un choc, comme je vous l'ai dit. Et je me rappelle, j'ai demandé à ma belle-mère et mon père comment il va. Je pas eu de nouvelles, tout ça. Il m'en a pas parlé. Et puis, pour me confirmer qu'il est très blessé. Je comprends ce que je lui disais, il est très blessé. Donc, voilà. Et il fallait justement garder la tête froide, ne pas l'annoncer à ma conjointe pour qu'on puisse rester le plus concentré que possible pour évacuer. Mais vous avez dit, en fait, vous venez justement de dire que vous détenez des informations que vous estimez importantes à ne pas vulgariser et qui peuvent être utiles si d'aventure il doit y avoir un bon procès pour votre papa. Oui, définitivement. Je crois que toute personne qui était directement liée à ce qui se passait à la résidence officielle de mon père, à Pèlerin-Saint, ils ont des informations, ils ont des détails, ils ont des personnes avec qui ils ont parlé qui, justement, avaient une version de l'histoire puis qui ont donné une autre version après. Moi, j'ai pris le temps tout de suite après, j'ai vite compris, j'ai pris le temps de noter ou même des fois d'enregistrer quelques conversations. J'ai donné toutes ces informations à mes avocats, à mon conseil d'avocat, et ils vont en faire bon usage, bien entendu. Et puis, nous, on reste disponible. Je pense que tous les membres de la famille restent disponibles justement pour pouvoir éclaircir la situation au moment opportun. À votre avis, il y a plusieurs secteurs qui sont impliqués dans l'assassinat de votre père? À vrai dire, je n'ai pas la réponse à cette question. C'est exactement pour ça que j'ai entrepris personnellement des actions judiciaires. C'est pour avoir la réponse. C'est pour que toute la vérité soit faite sur ce qui s'est passé la nuit du 6 au 7 juillet dernier. Et il faut dire aussi que mon père, en tant que président, il avait des alliés, mais il avait des gens aussi qui étaient, on va dire, contre ses politiques. Et lui, il essayait, on l'a vu, j'imagine que vous lui avez parlé plusieurs fois, d'opérer des changements, on va dire, assez concrets dans le système politique ou même administratif en Haïti. Mais quand vous essayez justement d'opérer des changements pour aller à l'encontre du statu quo, vous vous mettez automatiquement en danger. Et mon père lui-même me disait que tout président qui allait opérer des changements, on va dire, favorables au peuple haïtien se met fatalement en danger. C'est une phrase qu'il nous répétait tout le temps. À votre avis, est-ce que votre père avait des soupçons qu'il était effectivement menacé et qu'à n'importe quel moment, il pourrait être assassiné? Est-ce qu'il vous a fait des confidences ou encore est-ce qu'il vous a révélé des choses de ce genre? Non, non. Les semaines, j'essaie souvent de penser aux semaines qui précèdent le 7 juillet. Il était vraiment très normal, mais on avait souvent l'impression justement qu'il travaillait sur de très gros dossiers, de très grands dossiers qui pourraient vraiment, on va dire, fâcher quelques personnes puissantes, quelques personnalités puissantes. Donc, mais il savait dès le début que c'était un travail assez difficile aller contre le courant parce que la situation, on va dire, lamentable dont le pays se trouve existait déjà avant l'élection de mon père. Donc, il savait aussi que ça faisait l'affaire de plusieurs personnes. Donc, essayer de changer cette situation, peu importe la façon, voilà, il y aura des réactions. Mais imaginez qu'il y aurait des réactions aussi violentes. Moi, personnellement, je ne l'avais jamais imaginé. Là, mais vous dites qu'il travaillait sur certains dossiers qui pourraient nuire à des secteurs. À votre avis, c'était quel genre de dossier? Bon, écoute, on peut regarder les réformes que mon père il préconisait depuis le début de son mandat. Une nouvelle constitution, l'électrification, les infrastructures,
Donc, c'est les bases même d'une société, je dirais. Ça n'a rien à voir avec du luxe. C'est les bases du progrès, c'est les bases du développement. Ce sont les bases du développement. Donc, voilà, c'était ces réformes. Mais l'acte même qui s'est passé, ce qui s'est passé le 17 juillet dernier, je déteste dire assassinat de mon père parce que pour moi, des fois, c'est même pas vrai. Mais cet acte odieux nous porte clairement à penser qu'il était justement en train d'opérer des changements, on va dire, sérieux dans le système. Il était, on va dire, détenteur d'une vérité, d'une grande vérité, au point de mettre en colère les oligarques haïtiens avec leurs alliés nationaux et internationaux. Et moi, je me dis toujours, ils devraient être vraiment désespérés pour avoir recours à une violence aussi féroce. Comment étaient les rapports entre vous et votre belle-mère, Madame Martine Moïse? Oh, c'est de très bon rapport. Écoutez, mon père et ma mère se sont divorcés, j'avais 3 ans et demi, je crois, à l'époque. Ma mère était au voyage et tout, pour ses études à l'époque. Donc, une grande partie de mon éducation, je l'ai reçue de ma belle-mère. Et on est très proches, hein, en tant que famille. On dîne souvent ensemble, les anniversaires sont souvent fêtés ensemble, un petit groupe. Et voilà, on avait de très bons rapports et on développait aussi des rapports, on va dire, une relation commerciale aussi, parce qu'on est tous entrepreneurs. Donc, chaque personne dans son champ d'expertise essayait d'aider l'autre membre de la famille qui est